plus tu gagnes de l'argent, plus tu vas avoir un lifestyle. Tu vas découvrir des choses que tu ne connaissais peut-être pas avant, tu vas y prendre goût, et forcément tout ça, ça a un coût. Ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est que c'est une valeur sûre et c'est une sécurité sur le long terme et le temps est bénéfique. Plus le temps passe, plus finalement on capitalise sans même s'en rendre compte et on fait du profit. Tu lèves la dette, tu construis un dossier, c'est pas liquide, il faut que ta banque l'autorise, il faut que sa banque l'autorise, il faut que ci, il faut que ça. Alors que tu prends un indice, S&P 500, tu vas chercher quelque chose de beaucoup plus agréable à gérer, dans le sens où Apple, c'est quand même une bonne boîte, tu vois. Ouais. Je pense que tu leur fais peut-être plus confiance qu'à ton locataire pour gérer tes sous, je sais pas. Bienvenue dans le cercle, entreprendre et investir. Welcome. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ce deuxième épisode, Jordan avec nous, Yes. bienvenue. Welcome. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. Le premier sera immobilier versus marché financier. Où placer son argent en 2025 ? Business physique versus business digital. Quel est le modèle le plus viable ? Investir en France ou s'expatrier ? La meilleure stratégie. Et après, une petite dernière, une question secrète. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ah, un peu de suspense. Pour rentrer dans le vif du sujet, mettons les deux pieds dans le plat. Je Mm. sais que toi, tu as un parti pris parce que tu fais de l'immobilier depuis 15 ans maintenant. Donc, Ouais, pas mal. t'en as vu. Moi, je suis plutôt justement sur la partie marché financier, tout ce qui est digital. Mm. Et j'ai un vrai parti pris aussi de mon côté. Tu vois, pour moi, par exemple, si demain j'avais un capital à investir, si j'avais, je sais pas, 50 000 euros, 30 000 euros, 10 000 euros à investir, je commencerais par construire quelque chose sur le digital parce que je suis pas du tout à l'aise avec l'immobilier. Ouais. Là où le digital, il y a 3 grands points qui me plaisent beaucoup plus que sur l'immobilier. C'est liquide. Ça ne dépend pas de quelqu'un, exemple d'un notaire, ou demander l'autorisation à une mairie pour avoir un droit de préemption. Depuis quand j'achète quelque chose et je dois demander l'autorisation pour le céder. C'est vrai. Ah, tu mets vraiment les Et le troisième point, c'est qu'en plus, si je veux investir à l'international, j'ai beaucoup plus de flexibilité pour l'arbitrer. Donc ça, c'est ma position. Ouais. Je suis curieux d'entendre le tien sur pourquoi immobilier versus du marché financier. Alors j'ai peut-être un argument qui parlera à tout le monde, c'est que l'immobilier touche à tout le monde, besoin primaire, déjà. Et je pense que dans le conscient des gens, c'est plus facile de faire un achat, puisque finalement même quelqu'un on avait ça avant, des gens qui achetaient et ils faisaient un bon investissement sans même savoir. Maintenant les temps se compliquent, donc il faut savoir se former et avoir des connaissances. Et là, le domaine dans lequel tu es précisément, je pense que sans formation, tu te casses la gueule. Moi, j'ai eu l'exemple, j'ai fait de l'investissement crypto. Je t'en ai parlé, on ne va pas citer de nom de crypto, mais j'ai perdu de l'argent au début. Bon, après, en ayant tes connaissances, en ayant échangé longuement avec toi, j'ai su par la suite effectivement faire des beaux bénéfices. Mais voilà, donc je pense que ça touche plus facilement à la populace, entre guillemets. Ouais. Voilà. Ok. Et je crois que précédemment, on avait parlé de notion de palpable. Bon, là on le voit, c'est rassurant. Et tu penses qu'il vaut mieux investir sur l'immobilier parce que c'est un besoin primaire, c'est ça, en conclusion ? Non, c'est pas la raison principale, mais en tout cas, sur la longueur, ça répondra toujours à un besoin. On parlait c'est pas faux, ça, quand on avait évoqué une fois, je m'en souviens, la pyramide de Maslow. Bon, bah là, on est au-dessus, quoi. Clairement, les gens ont besoin, c'est notre besoin primaire, dormir, manger, se loger. Donc, rien que pour ça, ça touche grand nombre. Mais effectivement, les deux se valent. Pas tout à fait d'accord, ouais. Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Bah, selon toi, pourquoi les personnes qui ont ce besoin primaire vont chercher à être logées par quelqu'un qui le fait pour investir ? Tu vas attirer de la clientèle je l'ai vu venir. médium, tu vois. C'est ça qui est Donc, intéressant avec Simon, c'est qu'il a toujours des arguments qui se valent. Et donc en gros, ce que tu disais, pourquoi une personne va se loger Pourquoi une personne qui a du budget, qui va être éduquée, qui est smart, va d'abord chercher en fait à t'enrichir parce que c'est un de ses besoins primaires de se loger, plutôt qu'elle-même investir d'elle-même pour le faire. La raison elle est simple, c'est qu'il y a une question de budget, d'investissement et de profil bancaire qui fait qu'elle ne pourra pas emprunter pour se loger. Donc tu vas te taper, si tu fais ça, des petits profils pour l'image. Ouais, qu'est-ce que tu appelles petit profil ? Bah, quelqu'un qui va pas forcément payer ou respecter ton bien. Après 15 ans, t'as pris beaucoup de plaisir à traiter ce genre de truc. Ah, tu veux dire, ok, un occupant qui... Ouais.
Après, voilà, d'où l'intérêt de... en principe, les expériences, on fait effectivement des erreurs, hein, c'est humain. Maintenant, le fait de se former, on évite ces erreurs-là. Donc, mais effectivement, si on n'est pas formé, je dirais que c'est incontournable. Ouais. Tu penses que ça vient de la formation, du fait que ce point-là, c'est pas le point le plus brillant pour investir dans l'immobilier, c'est ça? Ouais, effectivement, il y a ce côté un peu idéaliste où souvent on met en avant le côté cash flow, etc., bénéfices. La rente magique. La rente magique. Après, il y a le côté fiscal, ça on pourra en parler un peu plus tard. Mais il y a la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Et c'est vrai que ça, on le met peu en avant, mais il faut être avisé ou très bien formé. Ouais. Effectivement, quand on est formé, on évite des erreurs. Ouais. Après, tu vois, c'est pareil, si tu vas chercher les fameux 10 points de renta, ça fait pas rêver, quoi. Si tu lèves la dette, tu construis un dossier, c'est pas liquide, ça te met 3 à 6 mois, faut que son notaire le valide, faut que ta banque l'autorise, faut que sa banque l'autorise, faut que ci, faut que ça. Pour au final que tu ailles chercher 10 points sur l'année. Si tu mets 10, en apport, je dis une bêtise, tu as un profil avec 35% d'endettement, machin. Tu vas chercher, tu vas lever un bien, je sais pas, je dis ça au hasard, 100, 125, avec justement un peu de profit à la fin. Tu vas te casser la tête pour 30% par an après qu'on te prend dans ta poche, sauf s'il y a des niches. Ouais. Et ils font la rat race au nouvel entrepreneur pour aller chercher la niche de la niche chaque année. Alors que tu prends un indice, S&P 500, même si au moment où on se parle, la fin décembre, c'est un petit peu rupteur et on est dans un milieu incertain. Tu vas chercher quelque chose de beaucoup plus liquide. Ouais. Tu vas chercher quelque chose de beaucoup plus agréable à gérer, dans le sens où Apple, c'est quand même une bonne boîte, tu vois. Ouais. Je pense que tu leur fais peut-être plus confiance qu'à ton locataire pour gérer tes sous, je sais pas. Et dans cette solution... Il envoie des pics. Et dans cette solution, tu vois, j'avoue que c'est tellement agréable de dormir sur tes deux oreilles, ça. Après, il y a des études, etc. à faire. C'est beaucoup plus compliqué, il n'y a rien de magique. Mais je trouve ça un tel confort. Mais en versus ouais, mais c'est ça. Après, personne n'aura tort, personne n'aura raison dans ce débat-là. Après, pour revenir à ce que tu disais, tu parlais de 10% qui n'était pas énorme. Bon, tu sais que la plupart, en tout cas, on va prendre le cas en France, les gens, quand ils ont 4-5%, ils sont bien. Et au contraire, quand ils ont 10, c'est un bon investissement. Moi, sur les investissements que j'ai fait à titre personnel, on est au minimum sur 10%. Puis après, on peut doubler. Je crois que je suis arrivé 25% sur... même 30% sur un investissement. Ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, même en disant ça, je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo et vont dire « Ah, bullshit, c'est pas possible, c'est pas vrai. » Bon, non, mais c'est réel. Mais au-delà de ça, même 10% est très bien parce qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a effectivement la notion de rentabilité par rapport au profit que tu vas faire par rapport à l'actif. Mais il y a aussi la notion de capitalisation, pardon, qui est importante. Et finalement, on capitalise sans même s'en rendre compte. Et sur la longueur. Donc, ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est que c'est une valeur sûre et c'est une sécurité sur le long terme. Et le temps est bénéfique. Plus le temps passe, plus finalement on capitalise sans même s'en rendre compte et on fait du profit. Ouais. Donc, il y a un double bénéfice. C'est vrai. Et en principe, l'évolution du marché fait que si un jour on est amené à vendre, on aura capitalisé, on aura généré du cash flow. Et le troisième point, on génère une plus-value par rapport au marché et par rapport à la capitalisation qui a baissé, c'est-à-dire le remboursement du prêt et la valeur foncière du bien qui a augmenté sur la longueur. Donc quand on cumule ces 4 points, on arrive à un bénéfice intéressant et il y a le système d'effet de levier et d'addition de tous ces actifs qui, une fois la stratégie bien mise en place, on arrive à quelque chose d'intéressant et puis c'est factuel. Ouais. Et on arrive aussi à une chose importante, c'est des crédibilités auprès des organismes bancaires. Et ça, sur le long terme, ça n'a pas de prix. Ouais. À l'inverse, quand on est blacklisté au niveau des banques, tout devient compliqué. À moins qu'on arrive sur des marchés comme toi tu fais, et on arrive à générer du cash facilement. Mais sinon, l'idée sur le long terme... Je pense que tu as raison dans l'idée d'aller chercher pour l'image le game des 100M. Il vaut mieux être équipé. Il vaut mieux être bien vu chez JP Morgan que sur sa plateforme préférée pour investir sur les marchés financiers. Ça, c'est factuel et c'est international. Après, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi et je mets les deux pieds dans le plat.
manière sismique. Chaque siècle a une à deux crises qui renversent tous les systèmes économiques, soit d'un pays, soit d'une économie. Ouais. Tout court. La Grèce en 2013. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais grec à ce moment-là de ton immobilier? Et je ne suis pas grec. Joker. Ouais, et puis je pense que le débat... Ouais, alors, c'est parce que c'est vrai que si on parle de tous les pays de l'immobilier, ça va être complexe, et d'autant plus que c'est lié au domaine juridique, donc on ne peut pas maîtriser tous ces aspects-là, et puis aussi le domaine bancaire n'est pas le même. Par exemple, on voit effectivement, en parlant de crise aux États-Unis, on s'est retrouvé une crise immobilière. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a des taux variables. Donc les gens qui ont contracté des prêts, à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu leur taux augmenter d'un coup. Les mensualités n'étant pas les mêmes, ils ne pouvaient pas supporter de payer ces mensualités-là, donc ils ont dû vendre à perte. Donc on pourra parler des avantages et des inconvénients de la France en étant objectif et pas critique, le but n'étant pas là. C'est objectif. Mais pour moi, ça par contre, ça fait partie des avantages, c'est-à-dire pouvoir lever de la dette et avoir une sécurité par rapport aux prêts qu'on obtient parce qu'on est sur des taux fixes. Voilà, même si en temps actuel, là, en 2024, on est sur des taux qui restent élevés, mais on sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire quand on fait son business plan, on sait que c'est linéaire. Après, effectivement, il y a les problématiques du locataire, comme tu disais, qui peuvent se présenter. Mais après, encore une fois, si on regarde les statistiques, ça ne représente pas grand-chose. Ouais, 3 ou 4 points, je crois, sur je crois que c'est même de la GLI, tout ça. Exactement. Après, on fait des erreurs, mais l'idée, c'est de se former et puis pour les éviter. Mais c'est comme dans tout. Et c'est là où je vais peut-être t'envoyer un petit pic, comme tu es fort pour ça. Mais par exemple, on prenait l'exemple du digital. Regarde, les NFT se sont vraiment cassés la gueule. Et pourtant, ça semblait être une valeur sûre. Et finalement, ça n'a pas duré longtemps, cette histoire. J'ai une seule question. Ouais. Qui s'intéresse aux NFT ? Il y a une période, il y a eu pas mal de monde. Il y a eu pas mal de monde. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait ce côté... ça brillait, il y avait une spéculation qui était directe. Syndrome de l'objet brillant. Je crois que c'est Justin Bieber, il avait acheté un truc avec tout à fait. Genre de singe. Là, et après, il avait fait la promotion de projets qui étaient douteux parce qu'il n'avait pas fait sa propre analyse lui-même de qui faisait quoi. Les NFT en soi, c'est une révolution comme au même titre que la bulle Internet. Et toi, t'en penses quoi, tu viens de dire à titre personnel ? Justement, pour en venir au fait, je trouve que c'est une vraie évolution et on va pouvoir, avec ça, faire énormément de choses, surtout au niveau de l'identification. Ouais. On nous a dit, par exemple, on nous a habitués à prendre notre passeport sinon on se fait refuser un avion. Ils ont été capables de faire un QR code justement pour savoir qui ou autre avait le droit d'aller à droite à gauche pendant les événements qu'il y a eu en 2020. Ouais. Pourquoi pas le faire pour une NFT qui, justement, tu l'as sur une montre connectée, tu le présentes avec le code, c'est identifié. Ok. Et c'est infalsifiable de l'autre côté. Donc dans cette solution, ça va être un pont en fait entre toutes les obligations du physique, toutes les vérifications qu'on est obligé de faire, elles deviennent ensuite digitales. Et c'est un non-fungible token, donc c'est quelque chose qui est non-fungible certes, mais qui est authentifiable de A à Z, et même au-delà, vu que tout est transparent. Donc demain, imagine qu'au lieu de te faire contrôler par exemple pour ton identité, tu vérifies tout ça, demain tu achètes un immeuble, au lieu de devoir aller chez le notaire, lire tout ça, alors que tu sais que tout est carré parce que ça a déjà été vu au préalable, là tu as une solution en fait pour, grâce à un NFT, que tout soit resynthétisé dedans, validé une première fois. Ouais. Tu présentes le NFT pour faire la transaction, il le scanne. Enfin, au lieu d'attendre 6 mois par exemple pour vérifier que tout est conforme sur tout ce qui avait été fait. Et du moment que s'il y a quelque chose qui change entre-temps, exemple, tu peux y avoir des travaux sur le bien, que ce soit inscrit justement dans ton code, et tu peux tout de suite le fast-checker, parce qu'au niveau de la transaction, quand ça va se valider, tu vois, étape 1, étape 2, ça va apparaître que le NFT n'est plus le même. Et si, en fait, le NFT, lui, et pas celui que tu avais, si on a essayé de faire une copie, c'est là où je veux en venir, ça se voit comme un nez au milieu de la figure, et donc la transaction ne se fait pas, et donc... Si demain il y avait quelque chose où il y avait un loup, en fait, grâce à ça, tu le savais. Ça marche pour ça marche pour autre chose. Typiquement, il y avait une grande marque de voitures allemande qui l'a fait, où tu achetais justement un de ces véhicules, tu avais un NFT associé à ça. Avec l'étoile ? Ouais. Et qu'est-ce qui se passait ? Tu étais invité à des événements sur circuit, etc. Parce que tu étais un possesseur de NFT. Donc tu as un billet de communautaire autour de la marque. Voilà un peu pour la parenthèse. Ouais, je vois. Après, je pense que dans certains domaines... Œuvres d'art, tableaux, tout. Ouais. Tu vois, tu as évoqué l'immobilier. Je pense que la notion d'accompagnement, elle est importante parce que les conséquences sont importantes si la personne est mal accompagnée. Donc, je pense que ça sera des professions qui seront toujours indispensables. On ne pourra pas non plus tout numériser.
Il y a des choses, ouais, c'est sûr. Après, par exemple, en France, les notaires ont quand même un rôle important, même si les frais sont élevés. Ouais. Mais ils ont quand même une importance dans le conseil, dans la transparence des informations. Et ce qui permet de pouvoir l'acquéreur en principe on est sur des montants qui sont importants. Il ne faut pas se louper, quoi. Il faut pas se louper. Et on peut pas faire marche arrière. On peut, mais c'est complexe. Ouais. Moi, je pense que demain, tu vois, il y aura un agent IA qui va remplacer ton notaire. Et s'il y a un souci, justement, que ce soit dans la partie administrative ou autre, il saura te l'analyser. Et donc, le notaire sera plus un notaire, sera un clerc de notaire de son propre cabinet de notaire. Tu vois. ça, tu vois. Et ça, tu vois ça dans combien de temps, Madame Irma? Je ne saurais pas parce que malheureusement, je suis pas dans la Silicon Valley, tu vois. Mais s'il y a quelqu'un d'ultra déter, je pense qu'il y a un gros truc à faire. Bon, après, en France, ça va être compliqué, parce que quand même, on est dans un pays de droit. Qu'est-ce qui est simple en France, parce que, quand on regarde les mairies aujourd'hui, ils n'ont pas su changer beaucoup de choses. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Et justement, tu vois, pour en parler, en conclusion, moi je pense vraiment que les marchés financiers, c'est beaucoup plus liquide. Ça peut se développer beaucoup plus vite et il y a des vraies fortunes qui se font avec ça. Tu vois, sur 100% de nouveaux millionnaires qu'il y a eu en 2023, à ma connaissance, il y avait 76% d'entrepreneurs, 12% d'investisseurs et 6% d'héritiers. Et le reste, après, c'était une loterie, etc. Okay. Et dans cette solution, ça apprend déjà qu'il faut un business pour gagner de l'argent et après tu l'investis. Et pour en venir au fait, d'après toi, business physique ou business digitaux? Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y a quelques années, ce qui était prépondérant, c'était clairement les business physiques. Parce qu'on avait, c'était coutumier du fait de voir l'humain, de rencontrer, on avait ce besoin-là. Finalement, avec le temps, ça s'est effacé. La plupart des gens sont sur leur téléphone, donc on s'est habitué à ce contexte-là d'être sur la digitalisation. Donc, je pense que la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, un business digital est important, mais je pense qu'à terme, quand on a quelque chose qui tourne sur le digital, ouvrir des business physiques avec l'expérience qu'on en tire du digital, ça peut être une très bonne chose. Et c'est vrai que c'est plus dur, je ne sais pas ce que tu en penses, mais une personne qui a un business physique, de se digitaliser. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui ouvre un restaurant. En principe, on voit, il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert des restaurants, c'est de famille en famille. Et du coup, ils ont du mal à... Les codes, etc. Et puis, c'est abstrait, le digital. C'est pas quelque chose que l'on palpe, comme on disait. Donc, c'est pas faux. Et je pense que, pour prendre l'exemple justement du restaurant, il y a beaucoup de restaurants qui n'avaient pas les codes jusqu'à maintenant, et s'aperçoivent que les concurrents le font. Et oui. Et ils font 70-80% de remplissage, 30-50% de couverts en plus. Donc là, tu te dis pourquoi je le fais pas. Et après, on joue à une concurrence du lequel est le plus visuel, lequel est le plus joli, puis après, ils augmentent les tarifs, etc. C'est une super compétition. C'est une super compétition parce que là, la concurrence a du bon. Pour terminer sur le business physique, la concurrence a du bon et ça relève le niveau, ça challenge justement le marché, je trouve. Et ça, je trouve ça. Il y a des contreparties, par contre, je trouve. Je te donne l'exemple. On voit, il y a des restaurants qui sont très portés. Ils ont un business physique, mais ils font beaucoup de com sur le digital. Je donne l'exemple, maintenant tu vas voir des toilettes dans des restaurants qui sont, ils appellent ça très Instagrammables, etc. Mais finalement, tu vas manger, c'est pas ouf. Et du coup, tout est primé, mais ça marche. Parce que y a cet effet mouton qui se fait. Et je pense qu'il y a un juste milieu dans tout ça. Et c'est important de ne pas se perdre dans les deux choses, que ce soit le digital ou le physique. Voilà, en l'occurrence, quand on va dans un restaurant, ce qui est important déjà, c'est ce qu'on mange et le service. Après, la base, déco, ça vient après. Ouais, c'est la base. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui consomment comme ça. Je parlais, j'étais à Monaco dans un bar-restaurant italien très bien et je parlais avec le manager et il me disait, ouais, il y a des clients qui rentrent, ils sont de suite avec leur téléphone. Ils s'en foutent de ce qu'ils mangent. Et c'est dommage. Donc, il ne faut pas se perdre dans tout ça non plus. Ouais, c'est clair. Pour rebondir là-dessus, justement, le cerveau humain, tu vois, il est curieux, hein, mais un business physique, par exemple, ça va être rassurant parce qu'il y a ce biais de confiance. Ouais. À force de le voir, une fois, deux fois, tu passes devant cette boulangerie tous les jours, elle vient d'ouvrir, tu y vas, tu consommes, c'est super. Ce qui se passe, c'est que c'est la même chose avec les personnes sur Internet. Elles sont tous les jours dans ta poche, tu les vois, donc elles sont crédibles et ça crée un biais de confiance, tu vois. Puis après, c'est pareil finalement quand tu fais monter quelque chose, un business physique, un restaurant, tout le monde se prend en photo dedans. De ce fait, il est génial parce qu'il est partout.
Et ça crée vraiment après un billet d'appartenance. Et puis j'y suis allé. On a plein de chaînes de restaurants comme ça qui ont bien cartonné aussi, par exemple, où les gens garaient les voitures devant pour 7-Eleven. Et je pense qu'il faut faire la bonne distinction des choses. Il faut regarder le fond, mais il faut aussi se soucier de la forme. Ouais. Et ça va pour beaucoup de choses. Ouais, exactement. Et puis après, là, il y a l'aspect extérieur qu'on a analysé. Mais après, il y a l'aspect interne, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Business physique, si on prend l'exemple en France, bon, il y a la gestion salariale. Un vrai sujet. Hein. Ouais, c'est un vrai sujet. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est amené à beaucoup de contraintes sur des business physiques. Ces problématiques, je pense, sont différentes dans les pays. Ouais. Parce que l'état d'esprit du salarié n'est pas la même que... Ouais. On y viendra après d'ailleurs. Ouais, on en reviendra après. Mais effectivement, sur la sur le domaine digital, on va dire, ce sera plus simple. Finalement, on simplifie tout ça. Ouais, largement. C'est pour ça que j'ai un vrai parti pris sur les business digitaux, parce que demain, tu montes un business physique. Tu as un resto, tu fais 34 CA par mois, par exemple, tu payes tes salariés et tout, tu te sors un salaire de 2 000 € net, pour l'exemple. Je ne suis pas un pro des restaurants. C'est une data, ça c'est public et c'est ce qu'on voit partout. Combien t'as dit, pardon ? Si tu te verses par exemple 2 000 € net et puis des dividendes en fin d'année, si tu ne souhaites pas réinjecter. C'est ce que je fais, je crois. Bon, après, ça dépend. Mais... Et demain, tu es sur le digital, tu as des solutions pour aller chercher, certes, moitié moins de CA, mais tu as la solution d'être tout seul ou avec 2 partenaires indépendants aux 4 coins du monde qui ont le même incentive que toi, donc le même intérêt à gagner de l'argent autour de ta cause et de ton projet. Parce qu'il y a quand même 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, pour le recrutement, c'est beaucoup plus facile que d'aller, par exemple, dans un petit village au fin fond de l'Auvergne avec 20 000 habitants, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion de prestataire aussi. Eh oui, et c'est la relation... pas la relation, c'est pas ce que je voulais dire. La hiérarchie. Ouais, ou comment dire. Tu parles à quelqu'un, c'est pas forcément un petit profil d'un point de vue intellectuel. C'est quelqu'un qui s'est déjà lancé, c'est quelqu'un qui apporte une presta, qui apporte de la valeur aux autres, qui met de la valeur sur son temps. Et donc, s'il vient te voir, il aime aussi que ce soit orienté résultat, efficacité pour ton projet, tu vois. Ouais, exactement. Et tu le payes pour ça. Donc, oui, finalement, son temps est imparti, il est payé pour quelque chose qui est imparti, contrairement peut-être à un salarié qui va être payé sur l'heure, ils s'en foutent de ton projet, semaine. Il est venu là pour manger et c'est normal. Il est salarié. Après, il y a cette notion d'acte de présence et plus de compétences proprement dit. Et là où je veux en venir, c'est que tu prends ensuite la photo, un business physique où tu te verses 2 000 € net, tu as un chiffre d'affaires et tu peux aller chercher bien plus avec l'effet de réseaux sociaux, etc. Versus un business digital où non seulement tu n'as pas tout ce brouillard-là et tout ce bruit avec une équipe à temps plein dessus, une salle à gérer, 100 clients au jour. Plus le stock. Ouais, il y a besoin d'un fonds de roulement qui te met sous l'eau, etc. C'est un fournisseur. Enfin bref. Et de l'autre côté, tu as un business digital où tu peux péter tes plafonds de verre en tant que salarié. Gérer 2-3 personnes, apporter de la valeur, rencontrer des gens intéressants, voyager. Il y a une flexibilité, une liberté qui est plus importante. Tu peux optimiser ta fiscalité si tu es court-termiste, si tu ne joues pas le game de l'immobilier. Ou si tu joues le game de l'immobilier, que tu te structures comme il faut, que tu te fais entourer, tu peux aller chercher, si tu n'as pas prévu autre chose, tu peux aller chercher un chiffre de patrimoine en 3 à 5 ans. Sur le papier, je trouve ça vachement plus intéressant quand même. Ouais, après, comme on le dit souvent, les deux se valent. Ouais, après, pas noir ou blanc sur ce sujet. Ouais, exactement. Mais je pense que par contre, le digital a mis la lumière sur quelque chose, c'est la différence entre le CA et le bénéfice. Ouais, c'est un vrai sujet, ouais. Parlons-en. Je pense qu'avant, les sociétés étaient très focus sur le chiffre d'affaires. Et puis après, on a eu cette notion d'optimisation qui s'est présentée. Et c'est là où, en fait, on a vu que, comme tu disais, les chiffres d'affaires étaient peut-être moins importants, mais le bénéfice était plus rentable. Le business était plus rentable parce qu'il n'y a pas cette masse salariale à gérer avec toutes les charges qui ont un lien. Et c'est là que, en fait, effectivement, ça fait sens. Mais par contre, moi, je pense qu'il est important, peu importe ce qu'on fait du digital ou un business physique, il faut faire de l'immobilier. Parce que ça reste... Désolé, hein. Je prêche ma paroi. Mais je pense que c'est réel. Tu regardes aujourd'hui, objectivement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'immobilier, tout le monde en fait. C'est-à-dire, tout entrepreneur en fait à un moment ou un autre. Parce que soit c'est pour des raisons fiscales, soit pour d'autres raisons, mais ça reste un placement qui est sécuritaire. Et je ne connais pas, moi, un entrepreneur qui a des grosses sociétés qui ne fait pas d'immobilier. C'est pas déconnant dit comme ça. Après, c'est pour ça que les grosses foncières existent, parce que même les grosses sociétés, si tu regardes en France, les grosses sociétés, sans citer de nom, ils ont des patrimoines immobiliers. Et puis regarde, je te donne un très bon exemple, McDonald's.
Leur business plan, aujourd'hui, McDo et McDo, parce que ils ont une stratégie immobilière. Ils achètent leurs locaux avec un système de location à Ouais, pourcentage. c'est sûr. Et donc c'est incontournable. McDo fait de l'immobilier, soit. Goulot d'étranglement. Ils sont même maniens, ils sont leaders. Ils sont incontestablement super bons là-dedans. Mais tu vois, il y a un vrai goulot d'étranglement là-dessus. C'est que certes, ils font de l'immobilier, McDonald's, mais à la base, c'est quand même un entrepreneur qui profite du panneau McDo pour se lancer. Et il met corps et âme, femme, enfant en jeu pour ouvrir son McDo, tu vois. Et tu as McDo au-dessus qui en profite pour faire l'immobilier. Donc c'est un peu, si tu veux, l'approche, c'est que tu rentres en fait dans un système entrepreneurial par une grande porte finalement, parce que McDo c'est un gros game. Et de l'autre côté, tu as déjà quelqu'un au-dessus de toi en fait qui a 100 ans d'avance sur ce qu'il fait et qui fait l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est un aboutissement. Je veux dire, tu peux pas en fait investir, être sur le digital, tu peux pas investir sur les marchés financiers sans arriver un jour à l'immobilier. Ça, je suis d'accord. Par contre, le cap je sais pas, c'est difficile de parler chiffres pour pas segmenter et pas être clivant parce que c'est pas blanc ou noir, tu vois. Mais je fais une bêtise, si demain tu veux chercher des revenus significatifs avec de l'immobilier, 20-30 000, c'est beaucoup plus intéressant de le faire quand tu as déjà un peu de capital, tu vois. Donc en fait, si tu vises l'immobilier pour démarrer et attendre du fruit du travail de ton immobilier, l'immobilier ne va pas t'attendre, les autres vont le faire parce qu'ils ont déjà de l'avance en termes de capital. Comment tu construis du capital avec une activité, comment tu le fais une activité qui te donne du capital plus rapidement, le digital, ou les marchés financiers, si tu complètes les deux, tu as un vrai shortcut, quoi. Ah ouais, bien sûr, non, mais c'est clair que c'est ce que je voulais expliquer. Ouais. Après, moi, je vois, par exemple, je vois les choses comment. C'est un peu comme un Monopoly, tu vois. C'est-à-dire que quand tu joues au Monopoly, si tu n'achètes pas à un moment, t'es niqué. Obligé, ouais. Mais par contre, quand tu achètes, voilà, tu sais que tu capitalises. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, sur le business physique ou en ligne, effectivement. Après, je pense que sur le digital, ça prend peut-être un peu plus de temps de passer sur l'IMO, contrairement au physique. Par exemple, tu vois, en France, dès que tu as un business qui tourne, tu as tout intérêt à clean holding. Et au lieu de les prendre en dividendes pour éviter une taxation plus importante, hop, tu bascules. Et ça fait partie des avantages fiscaux qu'il peut avoir. Ouais. Mais c'est la rat race de la niche. C'est la rat race de la niche dans cette solution. Et du coup, tes fonds ne sont pas les tiens, ils sont à une personne morale. Tu vois. Et dans cette solution, justement, il vaut mieux investir en France ou à l'étranger. C'est une question que tu poses ? Alors, l'avantage, à long terme, je pense que l'étranger est intéressant. Après, il faut connaître son marché. Ouais, là, tu as soulevé un vrai sujet. Ouais, et par contre, en France, ce qui est intéressant, c'est que tu te lèves de la dette. Comme on l'avait dit, je crois, précédemment, dans la mesure où tu as un revenu, tu peux emprunter. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, ça fait partie des gros avantages qu'il y a en France. C'est que tu peux partir de rien. Ça a été mon cas. Tu lèves de la dette, tu capitalises, tu crées des actifs. Et puis, et à l'étranger, par contre, ça va être plus compliqué de se faire financer. Donc, de ce que j'entends, c'est impossible quasiment, ou alors avec des prêts corrélés. Ouais, exactement. Et alors, il faut soit amener des bels apports, ou soit, en fait, si tu as déjà des biens immobiliers en France, ils te mettent une hypothèque. Mais il faut voir selon les pays. Parce qu'après, c'est un risque pour l'organisme bancaire. Mais tu vois, moi, je préfère... dans l'idée où, justement, tu te positionnes avec un peu de capital ou autre, tu peux investir à l'international dans des boîtes qui sont sur des marchés émergents, énergie, IA, tech, et tu as beaucoup plus intérêt à consacrer ton apport là-dessus parce que tu as un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus liquide, corrélé au risque, soit. Néanmoins, si tu fais une photo à 2 ans, tu préfères avoir récupéré 15K, 20K de cash flow ou avoir récupéré 150, 200K de bénéfices. À toi. Je t'envoie la patate chaude. Ouais, mais après, comme je t'ai dit, la stratégie immobilière, c'est sur du moyen long terme. Tu génères effectivement, selon les opérations, tu peux générer un cash flow peut-être minime comparé à d'autres business. Ouais. Après, je dis souvent, il n'y a pas de petits bénéfices, il n'y a que des grandes pertes. Donc, tu vois, c'est bien dit, puisque il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des choses en ayant ce côté-là un peu cupide, de se dire, je vais gagner de l'argent, et c'est là où t'en perds. Donc finalement, si tu fais les choses avec sûreté et intelligemment, avec les connaissances qu'il faut, ok, mais tu feras peut-être pas des gros bénéfices dès le départ, mais sur le moyen long terme, tu peux faire des choses très intéressantes qui peuvent te permettre après de faire autre chose. Et toi, tu ne te vois pas justement
admettons, tu as le levé de la dette, tu as 5 biens, admettons. Ouais. Tu vends ton parc, tu rembourses, admettons, tu as acheté un bien à 200, il vaut 300, Ok. On va prendre un chiffron. Ok, voilà. On va prendre un chiffron, tu fais 5 opérations, ça fait X années que tu les as, tu as donc un encours à hauteur de 50%. Alors les X années sont importants parce que du coup, la niche, ouais, voilà, pour la métaphore, pour simplifier l'exemple, mais on simplifie. Tu as 5 biens, tu les vends, ça te fait à peu près 200K, 250K, 200K Moins, pour l'exemple. Position sur la plus-value, par exemple. C'est ça, Okay. il te reste 200K par opération, ouais. Mettons, tu as 1 M de capital. Ouais. Ok. Tu peux les investir à droite à gauche, bien te diversifier et te consolider. Avec ça, les mettre en collatéral, lever 50% de dette, justement, vivre ta best life. Donc, et ça te rapporte aussi, ça continue de te rapporter, ça prend de la valeur. Tu vois, un S&P 500 pour l'image, c'est 12-13 points. Tu peux après faire la règle des 4% si tu ne dépenses pas beaucoup, mais tu n'as pas un lifestyle de fou pour ça. Mais de l'autre côté, si tu fais un prêt collatéral, en fait, tu te retrouves avec du capital qui travaille pour toi. Et que ça te rapporte parce que tu peux aussi avoir des dividendes, etc. Et de l'autre côté, tu récupères en fait la moitié de ton capital en liquide. Avec ce liquide-là, rien ne t'empêche de continuer à racheter des parts avec du private equity ou autre, à toucher des dividendes trimestriels, annuels, avec le risque qui est corrélé. Mais tu peux, à la suite de ça, en gros, avoir plusieurs sources de revenus et rediluer ton risque. Donc, et tu sécurises ton million. Et tu empruntes en collatéral, donc tu as de la liquidité. Et en plus de ça, tu peux aller chercher en fait des petites parts pour potentiellement te diversifier, ou soit recommencer un peu à profiter du fruit de ce travail-là, pas comme si tu étais au départ à zéro, mais plus comme si tu étais en vacances, parce que tu le fais après, pourquoi tu vois Si après tu joues le game du capital, après le game de l'immobilier, tu as une sérénité après l'esprit qui est quand même sans égal, tu vois. Si tu dis que si tu fais... Si par exemple, en gros, une fois que tu vends tout ton immobilier, que tu récupères tous tes gains, donc t'as plus le... Déjà, moi, je serais pas pour, tu vois, de vendre tout l'immo. Ah ouais ? Ouais, je pense que de garder des actifs de côté, ça sert toujours. Et moi, je le vois aussi par rapport à mon parcours. Quand ça n'allait pas sur les sociétés, je pouvais facilement me détacher d'un actif et hop, ça épongeait. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il faut avoir de l'immo. Il faut en avoir, peu importe. Ce que tu en as, se détacher tout, non, mais de le réinvestir. Que ça soit, si à un moment tu as fait le tour en France, bon, bah, tu prends ta trésorerie. Justement. Et quand tu passes justement après le cap d'avoir ta liberté, tu vois, parce que t'as l'immobilier, tu n'es quand même pas libre, tu peux pas me dire le contraire. Après, oui, tu peux le mettre en gestion, mais tu prends les frais, et si tu prends, après, tu as toujours les quelques alors, pourquoi, que tu as derrière. J'ai une question à te poser. Pourquoi justement tu n'es pas libre, selon toi ? Combien d'appels tu as reçus aujourd'hui pour tes opérations avec tes prestataires, par exemple, pour les gérer ou que sais-je ? Ouais, mais après, un locataire, une fois qu'il est en place, si tu mets le bon profil, c'est ça justement tout l'enjeu. Après, effectivement, il y a des logements, ça peut demander un turnover, mais l'enjeu principal, effectivement, si on parle d'investissement locatif proprement dit, l'enjeu, c'est de trouver le bon profil et qui ne bouge pas. Voilà. Et je sais que moi, j'ai des logements où, clairement, je ne saurais même pas dire le prénom du locataire et à quoi il ressemble. Et là, c'est un kiff total. Tu l'oublies et c'est vraiment un revenu passif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que tu as toujours cette contrainte que tu es attaché après, tu n'es pas libre parce que, par exemple, pour moi, chaque année, tu payes une taxe foncière, par exemple. Alors que tu as acheté un bien, tu as pris les risques, tu as construit, bien sûr. Alors ça, c'est pas tous les pays, attention. Ouais, mais ça fait tourner après le pays, mais je veux dire, c'est que tu as toujours en fait quelque chose qui te rattache à un système, et tu es toujours dedans. Je sais que toi, t'es anti-système. Non, juste libre, tu vois, juste libre. C'est une sorte de... C'est tellement grave, tu vois. Il est anarchiste. C'est vrai, quand t'es libre, t'imagines, c'est... Non, mais moi, justement, la liberté, je l'ai eue grâce à ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce qu'en fait, dans la mesure où j'avais des actifs qui étaient là, j'étais rassuré. Et après, les investissements que j'en fais m'ont permis de générer du bénéfice locatif, donc avec des revenus. Et après, tu sais, quand tu parlais de tout vendre et récupérer une trésorerie, c'est là où c'est important aussi de prendre le temps de faire ça, parce qu'il y a des gens, tu leur donnes une grosse somme, de suite, ils vont dépenser facilement. Bon, là forcément, il faut faire les choses intelligemment. La cupidité que tu parlais tout à l'heure. Exactement, la cupidité. Et puis, on le voit, tu sais, plus tu gagnes de l'argent, plus tu vas avoir un lifestyle. C'est l'inflation, ouais. Et c'est vrai, c'est vrai, ça ne veut pas dire que tu t'embourgeoises ou quoi que ce soit, mais tu vas découvrir des choses que tu ne connaissais peut-être pas avant, tu vas y prendre goût, et forcément, tout ça, ça a un coût. Donc, il y a un lien de cause à effet.
Et c'est vrai que si tu donnes une personne qui n'est pas vraiment formée, qui récupère 200K comme ça d'un coup, je sais qu'à un moment, il va faire des trucs qui sont bêtes. Il va dire putain, merde. Et on le voit. Les mecs, tu as déjà vu les mecs qui gagnent J'ai vu des reportages aux États-Unis. Il y a des mecs qui ont gagné des millions d'un coup. En 2 ans, ils ont tout flambé. T'as vu le mec qui avait justement gagné, je sais plus, c'est 20 millions, je crois, ou 4 millions côté éboueur. Ouais. Et à la fin, tu sais, la conclusion, c'est quoi? Il dit la pire chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir gagné au loto. Je dis waouh. Donc c'est ça. Il a vécu sa best life, il a repris le boulot 4 ans après. Ouais. C'est fou. Hein. Incroyable. Comme quoi, l'argent ne fait pas tout. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus. Je sais plus qui disait ça, mais c'est réel. Moi, plus j'avance, avant j'étais vraiment pressé, tu vois, d'avoir du résultat, etc., etc. Plus j'avance et plus je me nourris en fait de la patience que ça demande, quoi. D'arriver là où je veux être. Mais toi, t'as un putain de mindset, c'est ouf. T'arrives à te cadrer. On voit les plus grands de ce monde, BlackRock, diaboliser Bitcoin. C'est marrant, sur la même période, ils n'en ont jamais accumulé autant. On arrive en 2025, on arrive à l'ère de l'IA. Est-ce qu'on a besoin de s'embêter avec des gens pour avancer sur des projets vitesse grand V, quoi? C'est un pays qui m'a éduqué, je veux quand même lui renvoyer la balle. Après, c'est vrai que là où c'est désolant, c'est quand on voit l'évolution des choses du pays, on se dit mince. La suite logique, c'est que les gens partent en se disant bon, finalement, le risque que je le prenne là ou ailleurs, c'est le même, entre guillemets, sauf que la fiscalité n'est pas la même.